Hello, j'espère que vous allez bien, j'ouvre un nouveau vlog, on est samedi, le samedi 23 novembre, il est 18h35, voilà. Alors, je vous retrouve parce que j'ai terminé ce livre, c'est le nouveau livre de Karin Pitoki, c'est j'ai du mal à parler. C'est le deuxième tome du Cozy Christmas Mystery qui s'appelle Murder Party au manoir. Alors, j'ai beaucoup aimé le tout début. Bon, j'ai déjà... enfin, je dis ça, ça fait... Non, mais en fait, il y a un truc au tout début qui me concerne, mais et c'est pas à ça que je pense. Je vais aller dans l'ordre. Alors déjà, j'avais reçu une très très jolie carte qui reprend la couverture du tome 1, en fait. Mais je vais la mettre de côté pour pouvoir ouvrir mon livre. Donc déjà, très bien. Il y a un résumé du tome 1. Et c'est vraiment très bien parce qu'on est sur un Cozy Mystery qui se passe à Noël, comme son nom l'indique, Cozy Christmas Mystery. Il y a un tome par an, donc on a le temps d'oublier. C'est pas comme des Cozy Mystery où on va retrouver 3-4 tomes dans l'année, voire limite plus, quoi. Où on arrive à suivre, ou en tout cas on les cumule et on en lit quelques-uns d'un coup, mais voilà, on est vite imprégné, et puis parfois quand on commence, on a déjà lu plusieurs tomes d'un coup. Là, on a lu un tome à Noël dernier, et là, on a le suivant, donc j'ai lu peut-être pas loin de 300 livres depuis, je peux être perdue. Donc ça, c'est très bien. Qui est un résumé du tome 1 qui nous rappelle en une page ce qui s'est passé. Ensuite, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un petit rappel des personnages de St. Mary Hill qu'on retrouve dans le tome 2. Donc il y a voilà, plein de noms de personnages avec... c'est pas juste une ligne, hein. Enfin, il y a un petit blabla. Et puis on nous dit aussi le nom des animaux de chaque personnage. Voilà, donc ça c'est pratique. C'est des personnages qu'on retrouve comme indiqués. Donc moi, ça m'a pas empêché de faire ma petite fiche de personnages pour tous les nouveaux. Bon, il fallait que je me rappelle aussi du vrai nom des anciens, mais du coup, je naviguais dans mon livre, voilà. Et puis après, ça c'est trop gentil, puisque il y a une petite partie où c'est mis ce qu'elles ont pensé du tome 1, et donc il y a un petit extrait de ma chronique de l'année dernière, et donc j'ai bien aimé, j'avais mis un dénouement original, j'ai adoré, il y a tout ce que j'aime dans un Cozy Mystery, et le fait qu'il se passe à Noël ajoute beaucoup. Eh bien, je copie et je colle mon avis pour cette année. C'est pratique, hein? Mais pas tout à fait. Bien sûr, j'étofferai d'une façon différente. Mais en tout cas, c'est une façon de vous dire que que je suis tout à fait d'accord avec... pardon. Je recommence. Si je reprends cet extrait de mon avis sur le livre de Karin Pitoki de l'année dernière, eh bien cet extrait d'avis se prête totalement à l'avis que j'aurais de ce livre, même si je l'étofferais d'une façon certainement bien différente. La couverture, encore une fois, elle est superbe comme la couverture du tome 1, et elle est très très représentative de ce qu'on va avoir dans le livre. On va avoir un manoir, Murder Party au manoir, hein, c'est le titre de ce tome 2. On va avoir un manoir, on a un personnage qui arrive là, avec un petit bulldog, et puis on a un petit sapin de Noël. Donc, on retrouve Joanne Brown, qui est le personnage principal. Hein. Voilà, donc elle est créatrice de séries à succès. Elle a retrouvé Laurie, qui est le meilleur ami d'enfance de Joanne, qu'on surnomme Joe, hein, ce sera plus simple. Et lui, il est... mince, c'est quoi le nom exact? Enfin, il n'est pas prêtre. C'est quoi le nom exact? Je l'ai pas noté là. Non, parce qu'il y avait un autre prêtre.
Ah, je sais plus. Prêtre, si, prêtre, c'est reconverti dans la prêtrise anglicane. Voilà. Donc après, on a d'autres personnages récurrents, etc., etc. Et donc, en fait, là, ils vont participer à une murder party dans un manoir hanté. Ça se passe pas tout à fait comme prévu, on va dire, parce que il y a une grosse tempête de neige et du coup, on va commencer par avoir peur pour un personnage. Et après, on va avoir cette ambiance, alors non pas de Noël, hein. Là, pour l'instant, je vous parle pas d'ambiance de Noël. On va avoir... Pardon. Là, on va avoir une ambiance plutôt un peu presque angoissante en fait. Enfin, huis clos. L'idée c'est de participer à ce jeu de murder party. Donc il y a un côté, c'est comme si vous essayez de jouer à un roman d'Agatha Christie. Dans un lieu d'un roman d'Agatha Christie. Voilà, sauf que c'est un jeu en fait. Et puis d'ailleurs, dans les personnages, nous avons une... Mince, c'est pas le bon livre. Nous avons une Minerva Ackroyd. Je peux vous dire que j'ai savouré puisque mon livre préféré de tous les temps, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc, on a cette ambiance et puis bah, on avance dans le livre, on est bien dans l'ambiance, il n'y a rien au début. Il se passe rien, je sais plus exactement à quelle page il y a quelque chose, mais en fait, enfin, quand je dis qu'il se passe rien, c'est qu'en fait, on est dans ce Cozy Christmas Mystery, donc on va avoir sûrement un meurtre, quelque chose, et en fait, on avance dans le livre et le meurtre n'arrive pas. Mais on s'ennuie pas parce qu'on retrouve les personnages, parce qu'il y a plein de choses derrière, etc., etc. Il y a cette espèce de jeu un peu, enfin là c'est mis dans la 4e une ambiance so creepy, voilà. Et donc c'est là où c'est très fort, c'est que le meurtre, enfin, donc à un moment donné il va y avoir un mort. Je vous dis pas qui, je vous dis pas combien, je vous dis rien. À un moment donné, il va y avoir un mort. Eh bien, c'est pas une mort qui intervient à 30 pages du livre, pas du tout. C'est une mort qui intervient bien, enfin non pas bien tardivement quand même, mais ça arrive pas tout de suite. Et c'est pas grave parce qu'en fait on est bien. Enfin c'est le côté cosy aussi qui prend le relais entre guillemets, enfin qui est bien présent et on prend plaisir à petit à petit c'est vrai. Encore une fois, je suis désolée de pailler. On reprend nos marques avec les personnages, on se rappelle de ce qu'ils ont pu vivre, etc., etc., pour compléter le résumé qu'on a eu au début du livre. Puis on va faire la connaissance d'autres personnages. Donc en fait, tout s'installe sans que ce soit lent, Voilà. Parce qu'en fait, dans un Cozy Mystery, à la base, il y a autant d'importance dans la vie privée des personnages que dans le meurtre en lui-même. Et la résolution du meurtre, du coup. Voilà, donc on continue, on avance dans le livre. Donc après, on a le mort. Et donc après, on a une enquête, forcément menée par, entre autres, Joe, hein, puisque c'est le principe d'un Cozy Mystery. C'est souvent une personne qui habituellement ne résout pas des crimes. Je sais pas ce que j'ai. La semaine a été fatigante. Je vous rappelle que je revis. Enfin, je vous rappelle, si vous avez regardé mon vlog précédent, je recommence à vivre normalement. Mais c'est bien fatigant de vivre normalement après tout ce que j'ai vécu. Donc, c'est pour ça que je suis pas maquillée aujourd'hui alors qu'on est samedi. C'est pour ça que vous voyez pas mon visage parce que j'ai vraiment. Je n'aurais eu aucune énergie pour sortir. Et pour vous dire, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes cet après-midi. C'est pas du tout mon style de faire une sieste. Alors là, pas du tout. Et je me suis endormie. Après, apparemment, ça n'a pas suffi puisque j'arrête pas de vous embêter en bâillant. Donc, tout ça pour dire que le principe d'un Cozy Mystery, c'est d'avoir un personnage
lambda qui va mener une enquête. Joe étant l'un des personnages principaux du livre, pour pas dire le personnage principal. Voilà, tout ce que je vous dis, il n'y a pas trop de surprises, je vous dévoile pas grand-chose, parce que j'ai pas trop envie de vous dévoiler, en fait, de choses sur ce tome 2. Déjà, vous avez peut-être pas lu le tome 1, et puis voilà, je vous laisse le découvrir. Le tome 1 a eu énormément de succès l'année dernière, et c'est trop bien. Et donc, c'était un plaisir de retrouver les personnages dans une ambiance bien différente, comme vous l'avez compris, avec ce côté huis clos, avec ce côté manoir, avec ce côté qui nous ferait penser donc à un Agatha Christie, parce que moi, je suis fan d'Agatha Christie, et donc j'y pense très vite. Et puis, au final, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, dans ce que je vous dis, on pourrait se dire, et moi, c'est ce que je me suis dit, mais j'attendais de voir, où est l'ambiance de Noël? On est dans un manoir, enfin, en fait, on est à Halloween, quoi, enfin, entre guillemets. Où est l'ambiance de Noël? Ben, en fait, l'histoire, elle avance. Et l'ambiance de Noël, elle est bien présente. Et pour vous dire à quel point elle est présente, c'est que moi-même, je me suis comme plongée par anticipation dans le Noël de cette année. C'est-à-dire que j'étais en train de lire certains passages et j'étais en train de me dire, alors nous, comment ça va s'organiser, comment on va faire pour ci, pour ça, etc. Il y a un moment donné, je me suis interrompue dans ma lecture pour partir dans mes propres réflexions parce que bah, c'était Noël, quoi. Enfin, voilà, j'étais dans l'ambiance de Noël totalement. Voilà. Donc très bien. Il y a une petite fin, une petite ouverture pour la suite. On retrouvera donc les personnages dans un an. Ça, c'est l'inconvénient, c'est vraiment l'inconvénient de cette série, c'est d'avoir un tome par an. Et en même temps, Cozy Christmas Mystery, qu'est-ce que vous voulez? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut proposer à Karine Pitoki? De faire par fête, par saison? Un tome par saison, je sais pas. Mais en tout cas, toute la force de ce Cozy Mystery, c'est que ça se passe à Noël, mais avec vraiment cet inconvénient pour moi qui, je trouve qu'il y ait un tome par an parce qu'on aimerait en avoir vraiment beaucoup plus. Voilà, je me redresse parce que j'ai mal au dos. Donc, en tout cas, bah, je vous le conseille parce que c'est un tome 2 qui continue sur la lignée du 1. Je pense avoir préféré le premier, mais alors ça me fait souvent ça dans des séries que j'aime bien. En fait, c'est juste parce que c'était la découverte de la série, en fait. Donc, voilà. Si vous me demandez dans certains Cozy Mystery, même dans beaucoup, quel est mon tome préféré, je vous dirais, je pense dans la plupart des séries, mon tome préféré, c'est le 1. Sauf si on a des séries, alors je pense à Hamish Macbeth, des séries que je trouve vraiment meilleures de tome en tome. Et le tome 1 était bien. Meilleur de tome en tome. Mais si vous me parlez d'Agatha Raisin, je repense tellement au premier lors de la découverte d'Agatha Raisin et d'une certaine scène en particulier. Je vais, enfin voilà, il y a comme ça plusieurs séries où je vais vous dire, ben, c'est le tome 1 en fait, c'est le moment où j'ai découvert cette série. Donc j'ai tendance à me dire que j'ai une petite préférence pour le tome 1 parce qu'il y avait cette découverte là. Mais ça veut pas dire que je trouve ce tome 2 pas bien, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est que bah, maintenant, j'ai plus la surprise de la découverte. En revanche, j'ai bien apprécié, que ce soit renouvelé au niveau de l'ambiance, etc., etc. Voilà. Donc, c'était très bien. Donc ça, c'était ma lecture de plusieurs jours. Mais ça a été compliqué en fin de semaine. J'ai commencé ce livre-là, le Lilas. Alors, je ne veux pas perdre ma page, mais je voudrais vous le montrer un petit peu mieux. Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. C'est un livre que je lis dans le cadre de la lecture commune sur mon compte Patreon. Juste 2 secondes, je vais mettre un petit quelque chose dans mon livre pour ne pas perdre ma page. Alors, donc, comme vous le savez peut-être, j'ai une page Patreon. J'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez vous abonner, souscrire à un abonnement. Enfin, il y a 3 types d'abonnements. Il y a un abonnement qui vous permet d'avoir accès à certains articles. Il y a un abonnement qui vous permet, qui est comme ce premier abonnement, mais en plus de ça, on a une lecture commune chaque mois. On a d'ailleurs choisi la lecture commune du mois de décembre. Ce sera Le Temps bleu d'Alexandre Marcel chez Michel Lafon.
Et il y a le niveau 3 de l'abonnement qui est la même chose que ce niveau précédent. Et en plus de ça, je fais des lives une fois par mois sur un sujet polar. Donc là, pour le mois de novembre, qui était le premier mois de la lecture commune Patreon, on a choisi ce livre-là. C'est un livre que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent livresque de l'année dernière. D'ailleurs, on est en train de réfléchir au calendrier de l'Avent livresque de cette année. Et notamment, j'ai choisi les papiers cadeaux tout à l'heure. C'est un livre qui est très émouvant parce que c'est un livre qui va parler de la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà lu un livre de cette autrice. Je ne sais pas si j'arriverai à me rappeler, chez Charleston. J'arrive pas... Ah, j'ai mon ventre qui gargouille. Je le vois pas d'ici. Martha Holgate. Non, je le vois pas d'ici. Mais j'avais bien aimé. Mais je sais que celui-ci, c'est son plus connu. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus vu passer. On va être sur un roman choral. J'ai lu que le premier chapitre pour l'instant. Mais je l'ai lu et j'étais totalement captivée. J'ai adoré l'écriture ou la traduction. Alors, je le précisais pas mal ces derniers temps, hein, écriture ou traduction. Je le précise encore plus parce que j'ai eu des échos de certaines traductions qui étaient, comme quoi la traduction française embellissait énormément le texte par rapport au texte original. Donc, bon, voilà, faut pas négliger l'impact de la traduction. Mais totalement captivée en fait. Là, donc roman choral, mais j'ai découvert qu'un seul personnage. Je suis donc partie avec Caroline, qui a 37 ans, qui a été actrice, qui maintenant travaille avec le consul général aux États-Unis et pour accueillir notamment des Français qui viennent petit à petit aux États-Unis pour se protéger de la situation en France qui commençait à être un peu compliquée. Et donc dans ce premier chapitre, eh bien il y a une demande de fonds pour comment on appelle ça, des sortes de galas de bienfaisance quelque part. Et donc elle s'occupe de ça. La personne qui devait être là ne peut pas venir. Et en fait, du coup, eh bien, la personne qui a un peu fait le discours, c'est un jeune acteur. Ce jeune acteur vient de rencontrer Caroline, mais ils s'entendent bien, le courant passe bien dès le début, même si ce jeune acteur est marié. Ils vont manger ensemble au restaurant et en fait, pendant le repas, il y a du bruit dans les cuisines et tout, et le serveur vient pour dire qu'il y a un souci, un gros souci, puisque l'Allemagne vient d'envahir la Pologne. Voilà. Et je m'attendais à un ton plus grave, à quelque chose de plus... Oui, à un ton plus grave, en fait. Et là, c'est pas le cas. Mais on est aux États-Unis, et on était avant ce moment-là, en fait. Donc ça s'explique peut-être de cette façon-là. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture pour l'instant, enfin, ou la traduction. Mais pour l'instant, ça m'a beaucoup plu, ça m'a totalement captivée. Donc je vais continuer. Je vais pas m'arrêter au bout d'un chapitre. Non, mais je vais continuer, je vais voir, parce que là, j'ai hâte de voir les autres personnages. Enfin, si je regarde sur la 4e, donc là, je vous ai parlé de Caroline. Mais je vais rencontrer Kasia. Kasia, c'est une jeune Polonaise qui entre dans la résistance, qui rentre en résistance. Et je vais rencontrer Herta, que son ambition dévorante jettera parmi les monstres au point de s'y conformer. Voilà. Donc voilà, je vais continuer dans cette lecture qui promet d'être sacrément émouvante, mais là, j'ai déjà totalement... je suis déjà totalement conquise après un chapitre. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout pour cette intro de vlog. Je vais continuer à lire. Là, je suis vraiment en gros manque de lecture parce que cette semaine, ben, j'ai eu 2 événements. Donc, ça faisait très longtemps. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu 2 événements. J'en ai eu 3. Ça faisait... Non, mais j'en ai eu... Oui, j'en ai eu 3. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu autant. Non, j'en ai pas eu 3. Si, j'en ai eu 3. Oh ah là là, je crois que j'ai laissé mon cerveau pendant mon burn-out, en fait. Je
suis à la recherche de mon cerveau. Si, j'ai eu Marc Lévy lundi, j'ai eu Marie Vareille mercredi et Bernard Minier juste après Marie Vareille. Je suis très contente parce que c'est 3 auteurs qui font totalement sens en fait avec ce que j'aime, etc., etc. quoi. Ouais, enfin, de toute façon, vous me connaissez, je ne vais pas aller à un événement littéraire si ça ne fait pas sens pour moi, hein, dans l'absolu. Dire ça, je vous le dis assez souvent, ça fait partie des choses très importantes pour moi. Alors d'ailleurs, dans les choses importantes, parce que moi je suis assez, comme je vous dis, je suis assez particulière, c'est-à-dire que pour moi, quand je partage sur les réseaux, c'est pour partager des avis lecture, c'est ce qui est important pour moi, la lecture en fait, c'est pas, je fais pas un défilé de livres reçus, un défilé je ne sais quoi, non, je fais peut-être un défilé de livres lus, mais ce sont des livres lus justement, des avis lecture, et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important, je vous le disais toujours, mais moi je suis une serre d'aigle, si je devais aller à Poudlard. Donc pour moi ça c'est vraiment je suis pas fan de l'esbrouf, je suis pas fan du buzz, je suis pas fan de chercher à attirer à tout prix enfin je suis pas je ne supporterais pas d'avoir un certain nombre d'abonnés pour un contenu que je considère comme vide. Je crois que c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je suis serre d'aigle. Ce qui est compliqué hein, dans la vie, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes contenus, c'est ça. Et donc, étant serre d'aigle, bien parmi les plus belles choses qu'on puisse me dire, bah déjà, c'est, je vous l'avais déjà dit, c'est le fait que quand on me dit que je suis authentique, qu'on sent la passion, qu'on sent que j'aime lire et que ça se voit et que on me remercie pour tous les partages que je peux faire et quand on me dit que mon travail est de qualité, je reprends on me dit pas ça tous les jours, hein, mais j'essaye de reprendre des messages que j'ai eus et qui m'ont beaucoup touchée. Ça atteint vraiment tellement mes valeurs et ce que j'aimerais justement transmettre quelque part. Un contenu de qualité, façon de parler, bien évidemment, je ne travaille pas du tout dans le milieu, je suis pas du tout dans le milieu du marketing, je suis dans le milieu des maths, donc voilà. Mais j'ai toujours été convaincue par justement le métier que je fais, que le fond est très important, mais que la forme aussi l'est. Quand vous voulez présenter un paquet de chiffres à des gens qui n'ont rien à faire des chiffres, puisque les Français ont décidé qu'ils n'aimeraient pas les maths et qu'ils sont allergiques aux chiffres. Donc la plupart du temps, quand on doit présenter des chiffres, c'est à des gens qui n'aiment pas les chiffres. Il faut réussir à mettre un petit peu de forme en fait. Donc, mais même si c'est aussi un autre travail de faire ça, mais parce que ça peut être aussi le travail du marketing. Et selon mon travail, selon les boîtes où on travaille, eh bien, la boîte est tellement importante que faire des PowerPoint, etc., c'est pas les gens qui ont mon métier qui font ça. En l'occurrence, je ne fais pas ça. Mais il y a bien un moment donné, on doit échanger quand même avec des équipes et donc, même si c'est moi mon quotidien depuis que j'ai changé de travail, mais il faut bien présenter les choses, quoi. Non pas pour faire ressortir un chiffre ou non pas pour manipuler, pas du tout, bien présenter pour au contraire que ce soit le plus neutre possible et que il y ait tous les éléments en main pour prendre la meilleure décision possible. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu un commentaire tout à l'heure qui m'a tellement touchée parce que selon mes critères, c'est hyper important. C'est un commentaire de la maison d'édition Le Muscadier sur le dernier livre d'Amélie Antoine parce que c'est la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, mon avis lecture sur le livre Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine. Et le Muscadier est venu commenter ma vidéo pour dire que... attendez, je vais vous reprendre parce que le commentaire, parce que j'aime pas l'inexactitude. Merci beaucoup. On ne peut rêver meilleure chronique. Surtout que vous avez noté les petites astuces de mise en page que nous avons utilisées. Pour un éditeur attentif à ces questions-là, c'est toujours un plaisir de voir que les lecteurs et les lectrices apprécient. Vous imaginez?
avec ce que je vous ai expliqué sur moi, mes valeurs, etc., etc. Vous imaginez un commentaire comme ça? Mais j'en suis, mais... Et en plus, ils ont partagé en story avec un mot super gentil sur ma chaîne en disant ça qu'il fallait s'abonner. Je suis mais très très touchée. Je veux dire, enfin, ça me touche parce que je fais pas ça pour ça et je pensais pas du tout qu'une maison d'édition viendrait regarder une de mes vidéos. Et je suis très très touchée. Et c'est, enfin, je veux dire, des gens qui viennent partager en story en disant, hey, abonnez-vous vraiment à cette chaîne parce que elle vaut le coup. Déjà ça m'arrive jamais. Jamais, jamais. Non mais je rigole, ça doit peut-être arriver, allez, 2 fois par an, quoi. Et d'une maison d'édition, là, ça m'a beaucoup touchée. C'est une petite maison d'édition, hein, le Muscadier. Hein. Mais ça m'a touchée parce que voilà, ça fait partie, comme je vous dis, en fait, par rapport à mes valeurs, ce sont tout à fait le genre de remarques qui sont importantes pour moi. Voilà, c'est mon petit moteur, mon essence pour pouvoir continuer à avancer, quoi. Des mots gentils comme ça et sur le fond aussi, quoi. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je crois que il y a des personnes qui veulent être libérées de la cuisine. Voilà. Donc, à plus tard. Hello, on est dimanche, il est 20h43. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que en fait j'étais en gros manque de lecture. Comme j'ai travaillé une bonne partie d'hier matin, etc. etc. Enfin, et puis la semaine dernière j'ai vraiment travaillé. Enfin, j'ai posé des demi-journées. Pourquoi j'ai posé des demi-journées? Mercredi. Ah oui, mais oui, non mais en fait c'est bon. Mercredi après-midi, j'ai pas travaillé parce qu'il y avait l'événement Marie-Vareille où je voulais aller, puis j'en ai profité pour mettre le kiné juste avant. Donc en fait, l'après-midi, j'ai pas arrêté de courir. Et le vendredi, j'avais donc quelque chose de prévu en lien avec ce que j'appelle mon 3e job, en fait. Hein. Donc plusieurs me demandent c'est quoi mon 3e job. Je vous en parlerai plus tard, mais en fait, c'est un job que j'ai depuis 2020. Ah ouais, en fait, ce serait peut-être mon 2e job, parce que... non. Mais je veux vraiment distinguer... Avant, je mettais tout dans le 2e job, je veux vraiment distinguer la partie lecture d'autres choses. Bref, donc en fait, c'était quand même... La semaine dernière, c'était quand même la semaine où je refaisais des choses. J'ai pas été arrêtée, j'ai pas eu de soucis de santé. Toujours l'épaule plus ou moins, hein. On est d'accord, mais voilà. Et donc, j'étais en manque de lecture et j'ai été, mais fatiguée. Ben, je crois que je vous l'ai dit, vendredi soir, je me suis couchée très tôt. Et là, hier soir, je me suis couchée plus tard. J'étais contente d'avoir tenu. Bon, c'était juste. C'est-à-dire que... je commençais à fatiguer, puis ma grande... j'étais installée là, puis ma grande regardait la Starac. Et c'est bientôt là, la fin. Parce qu'en fait, sinon, quand elle regarde en bas et qu'elle se couche, si je me couche avant... Non, mais ça fait... Vous allez me prendre pour une vieille. Quand je me couche avant et qu'elle se couche après moi, du coup, enfin après nous, quoi, et ben ça me réveille et je me rendors pas. Donc en fait, elle a fini de regarder dans sa chambre parce que je tenais pas. Et donc, mais bon, quand même, j'ai tenu pas. Enfin, du style, je pense qu'il y a eu, je pense que ça se finissait peu de temps après quand même. Que je pense que j'y arriverai plus. Puis je prends un médicament le soir qui me fait totalement délirer. Alors ça aussi, c'est un souci que j'ai. C'est que quand j'ai eu toute ma crise de douleur, quand j'ai vraiment eu toute ma crise de douleur, les médicaments que je prenais ne me faisaient rien. Donc, la morphine, j'ai très mal réagi à la morphine puisque j'ai fait une réaction, mais la lamaline avec de l'opium, ça me faisait vraiment pas grand-chose en fait. Par contre, ce médicament du soir m'aidait, mais ne me rendait pas KO comme ça. Et c'est un médicament que je dois prendre pendant plusieurs mois. Là, depuis que ça va mieux, quand je prends de la lamaline, ça me casse comme je ne sais quoi. Et ce médicament du soir, c'est pareil. Ça me fait délirer, puis je suis très fatiguée. Voilà, je sais pas. Ça m'inquiète un peu parce que quand j'ai des grosses douleurs, vraiment, il n'y a rien. Mais je crois que je vous l'ai dit ça. Il n'y a rien qui me... En fait, il n'y a rien qui stoppe. Et donc,
Et donc, en fait, hier soir, bah, j'ai quand même tenu. Oh, j'ai quand même tenu jusqu'à presque la fin de la starac. Ce matin, je me réveille une première fois à 5h30. Bon, je vais quand même essayer de me rendormir et tout. Je me suis réveillée à 8h. J'étais dépitée. Voilà. Moi, me réveiller à 8h. Ça ne m'arrive jamais. Et accessoirement, tous les matins, je travaille, enfin, sauf quand je me lève tôt pour aller sur place ou faire quelque chose. Mais même quand je suis en télétravail, quand je me réveille, en fait, je fais de la création de contenu. Dimanche compris, enfin, tous les jours, il y a de la création de contenu à faire. Soit parce qu'il y a des trucs à faire en live, soit parce que je prends toujours un petit peu d'avance. 8h. Mais j'étais dépitée. Voilà. Donc, bah, j'ai quand même fait ce que j'avais à faire, puisque j'avais pas trop le choix, et que si je ne fais pas mes contraintes, je ne peux pas me poser après pour me poser. Donc voilà, j'avais une vidéo à faire avec mon fils, j'avais des... donc j'ai tout fait, et après je me suis posée. Mais j'ai un gros manque de lecture, un gros manque de lecture avec tout ça. Et parce qu'en fait, c'est pas parce que j'ai posé une journée et demie la semaine dernière que c'était pour lire, en fait. Pas du tout. Pendant cette journée et demie que j'ai posée, je n'ai pas lu du tout. Donc voilà, j'avais ce manque que je ressentais déjà hier. Et puis en plus, je me dis mince, je pars sur un livre de 660 pages alors que je suis en manque de lecture. Enfin bref, ça m'agaçait. Mais je l'ai dévoré, ce livre. Voilà. Donc, le fameux livre « Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux », c'est le livre que je lisais dans le cadre de la lecture commune de novembre sur mon Patreon, que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse. Donc, livre que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière, le 23 décembre, et que j'avais choisi parce qu'il avait eu un succès incroyable. Mais en fait, là, ça fait 6 minutes que je vous parle. Je pense que 6 minutes que je radote. Désolée. Et vu comment je monte mes vidéos, je vais peut-être même pas me rendre compte. Donc vraiment désolée si vous entendez 2 fois la même chose. Mais en tout cas, ça je ne vais pas radoter parce que je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai terminé. Il est trop bien. Vraiment, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. C'est excellent. C'est super bien écrit et traduit, mais ça, je vous l'ai dit assez rapidement au début de l'histoire. On est sur trois personnages féminins. On alterne entre ces 3 personnages. C'est très bien fait parce que en fait, il y a plusieurs choses. Enfin, méga coup de cœur, pour plusieurs raisons. Bien sûr, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les 3 personnages, on va en avoir une qui va être déportée dans un camp. Donc forcément, ça va être émouvant. Voilà. Mais en fait, bizarrement, c'est pas lors de cette période-là que j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré à d'autres moments. Voilà, à un moment donné, mon mari descend, il me dit, mais ça va pas. Puis après, je lui parlais de plein de trucs et tout. Vous savez, mon espèce d'analyse du moment, là, de tout ce qui va pas, etc., etc. Et je lui ai parlé de ces trucs-là et tout. Puis il descend, il me dit, mais ça va pas, faire du style, mais du coup, c'est encore à cause de tous ces trucs-là. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est mon livre, en fait. Mais il est très bien. Mais je pleure. Non, il est très bien. Vraiment... donc dans les points forts, il y a le fait que dans les personnages, on est Herta qui va être nazie en fait, dans les camps. J'ai pas lu beaucoup de livres comme ça, donc à un moment donné, on est à sa place. On a 3 personnages, on tourne entre ces 3 personnages et on est à sa place. Donc on pense comme elle, on suit ce qu'elle fait, et voilà. Donc c'est très particulier, j'ose même pas imaginer à écrire comment ça a dû être difficile. L'autre point fort pour moi de ce livre, c'est que on a la Seconde Guerre mondiale, on commence en septembre 1939 et on va bien au-delà.
pour finir. On a besoin d'aller au-delà pour terminer quelque chose, enfin qu'un sujet puisse vraiment se clôturer quelque part. C'est très logique, mais c'est vraiment intéressant. Et tout n'est pas tout rose, mais tout n'est pas tout noir non plus. Je peux pas trop vous dire... je peux pas trop vous dire d'autres choses parce que ça vous spoilerait, etc., etc. Mais je comprends totalement l'engouement, je comprends. Et là, enfin, j'en ai lu plusieurs des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Oh, j'en ai lu, enfin, je pense que les premiers que j'ai dû lire, ça devait être Le réseau Corneille de Ken Follett, je pense. Oh bah non, non. Mon ami, L'ami retrouvé, c'est ça, de Fred Ullman. Ça doit être le premier que j'ai lu au collège. Mais bon, j'en ai plusieurs. Et j'en ai plusieurs. Enfin, j'en ai lu plusieurs. Mais j'en ai pas en tête qui soit à son niveau. Parce que pour moi, il y a tout. En fait, il est complet. Voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est complet. Voilà. Donc, vraiment... bon, de toute façon, je veux pas non plus trop en dire. Je réserve mon avis complet et spoilant pour le live qu'on fera sur Patreon. Mais vraiment, il est dingue. Et je viens... Alors, un truc dans l'œil. Hop. Je viens de débuter celui-ci, que vous ne voyez pas, Espionne de Marie-Laure Buisson, chez Presse de la Cité, 6 agents d'exception. Alors, je viens juste de le commencer, vraiment, j'ai pas lu grand-chose, mais j'ai eu le temps de surligner 50 trucs dans l'avant-propos, hyper intéressant. En fait, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ma façon de voir le féminisme, en fait. Enfin, quelle est ma position? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... Et moi, je suis pas une féministe... J'allais dire... J'hésitais entre enragée, engagée. Non, mais je suis pas... Enfin, je vous l'ai déjà dit, je suis pas contre les hommes. Voilà. J'accepte que les hommes existent. J'accepte qu'ils respirent. Mais enfin, je suis très attachée à ma liberté. Je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux aussi, je suis attachée à ma liberté. Et donc, les hommes ont aussi le droit à une certaine liberté. Et enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas... Enfin, on n'est pas censé être supérieur, on n'est pas censé... Alors oui, bien sûr, on est différent sur certaines choses, bien évidemment. Mais on doit avoir les mêmes droits, les mêmes... voilà, pareil. Mais enfin, je suis en train de me dire que si je me retrouve avec des personnes vraiment très, 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 très engagées qui regardent cette vidéo, les personnes vont me dire, non, bien sûr qu'on peut pas avoir la même chose par rapport à un congé maternité, par exemple. On est d'accord que c'est plutôt les femmes qui vont porter l'enfant. Nous sommes d'accord. Voilà, il y a bien sûr des choses qui font que nous ne sommes pas tout à fait égaux. Ok. Mais je ne cherche pas enfin, pour moi, je ne pense pas que les femmes doivent avoir plus que les hommes. Je suis assez modérée sur tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, je vous avais parlé de l'essai de Titu Lecoq sur le couple et l'argent. Je crois que c'est ça le titre. Je l'ai abandonné. Il y avait des choses qui étaient bien, qui me parlaient, mais c'était trop compliqué pour moi émotionnellement. Hein. Je suis un peu fragile, du coup je pleure justement très facilement. Voilà. Donc j'avais besoin de me ménager. Et alors ce livre ne m'a pas fait pleurer, mais me mettait plutôt en colère sur 9 choses sur 10. Et sur la 10e, j'étais d'accord. Donc je trouvais que le ratio était pas très bien pour ma santé.
Et voilà. Enfin, après, bon, chacun vit les choses différemment. Chacun vient d'une famille différente, d'un milieu différent, etc., etc. Je comprends que dans certains milieux, ce soit certainement plus difficile, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui, moi, me faisaient globalement bondir. Et puis, alors après, je suis peut-être une exception. Hein. Il y a peut-être que moi, hein, en France. Là, je suis peut-être la seule femme à avoir fait des études de maths. Je suis peut-être la seule fille, quand j'étais enfant, à avoir eu le même argent de poche que mon frère et que ma sœur. Je fais vraiment peut-être partie des exceptions. Hein. Bon, je sais que c'est pas vrai, mais je apprendre avec beaucoup d'ironie. Mais bref. Donc, je pouvais pas continuer ce livre. C'était beaucoup trop... En fait, il y avait une colère et un besoin comme une sorte de blessure d'injustice qui avait besoin d'être... de sortir et comme de vengeance ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas une colère que j'ai de mon côté. Donc, je suis beaucoup plus modérée par rapport à tout ça. Et du coup, je ne souhaite pas embarquer un maximum de personnes dans une cause qui, en fait, dont l'origine est très personnelle par rapport à des choses que j'ai pu vivre. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est pas du tout ma tasse de thé en matière de féminisme, et j'aurais même tendance à dire que à force de crier sur des trucs et si on cherche à tout le temps crier sur des trucs qui sont faux dans la plupart des cas, ou ne serait-ce que la moitié des cas, on perd totalement de notre crédibilité, quoi. Ça va donner du grain à moudre aux méchants d'en face, les hommes. Non mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de se faire respecter. Mais après, comme je dis, hein, ça dépend vraiment de ce que chacun a vécu, et je pense aussi du milieu, social, intellectuel, etc., etc. Et peut-être que la réponse adaptée n'est pas la même selon tout ça. Voilà. Mais du coup, moi, qui suis plus modérée, qui, je vous l'ai déjà dit, à 5 reprises, je viens d'une famille où, en fait, moi, je n'ai pas de revanche à prendre sur mon père, pas du tout. Voilà, je n'ai pas du tout un père macho, ni quoi que ce soit. Voilà, parce que je n'ai pas du tout de revanche à prendre sur ça. En plus, plus le temps passe, je sais que j'ai beaucoup de points communs avec ma mère et je partage beaucoup de choses avec ma mère, mais plus le temps passe et plus je trouve que j'ai quand même des points communs dans mon caractère avec mon père que j'ai transmis à mon fils d'ailleurs. Et j'ai aussi beaucoup de points communs avec mes filles, hein, mais il y a notamment quelque chose auquel je pense où je me revois dans mon fils et je me dis, en fait, ça, je le tiens de mon père. Mais bref, donc j'ai pas une revanche à prendre incroyable sur mes parents. Donc je vais pas vous en faire 3 tonnes comme quoi les hommes sont méchants parce que j'aurais pu vivre quelque chose de petite. Non, je ne trouverais pas ça très juste. Mais en revanche, je sais que dans ma famille, côté de ma mère, de sa mère, etc., il y a toujours eu un côté comme de femmes qui se laissent pas faire. Alors du côté de ma mère, j'aurais pas tendance à le dire comme ça parce que c'est vraiment équilibré avec mon père, mais des histoires, des choses qui se sont passées en remontant même lors de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc voilà, je sais qu'il y a un truc comme ça. Et puis en fait, quelque part de modernité, on pourrait dire. Ne pas se laisser faire. Bon, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas du tout dans le sens où certaines féministes pourraient le prendre. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt moderne, quoi. En se disant, je suis une femme, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, et du coup elles l'ont fait. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Et ça, je suis assez contente. J'en ai jamais eu conscience, si vous voulez, avant de voir toute cette rage de certaines personnes. J'en ai jamais eu conscience, mais maintenant j'en ai conscience et je me dis en fait, si je ne suis pas aussi virulente avec une telle blessure, avec vraiment... ça remonte en fait à certainement plusieurs générations en fin de compte.
Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, en fait. Se dire quelque chose, en fait, où on se dit bah tiens, j'ai fait ça et j'ai fait ça, je suis une femme, ouais, c'était pas facile, mais c'est ce que je voulais faire, et voilà. Donc, en fait, du coup, c'est plus ça, moi, qui va m'intéresser, plus que, je vous dis, dire des trucs qui concernent pas la moitié des personnes. Ça, je vais plutôt être intéressée par certains parcours, et je vais penser, et là, ça va rejoindre, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de vous parler, que j'allais vous parler d'un livre, mais on y arrive, justement. J'ai pensé à plusieurs femmes. Je vais penser notamment à Danielle Thierry. Alors, Danielle Thierry, il ne faut pas que je me plante dans exactement son titre. L'autrice Danielle Thierry de romans policiers, avec qui j'avais beaucoup parlé. Je crois que c'était au salon du Coquelicot Noir à Nemours l'année dernière. Donc, Danielle Thierry, qui est née en 1947, qui a été l'une des premières femmes de l'histoire de la police française à accéder au grade de commissaire divisionnaire. J'ai échangé avec elle, il y avait personne à ce moment-là, c'était passionnant. Et elle expliquait en fait tout, comment elle en est arrivée là. Alors d'ailleurs, vous pouvez trouver sa biographie sur Wikipédia, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, etc. etc. Et c'était pas facile. Et ben, alors c'était pas facile pour elle. Il y a eu plein de bâtons dans les roues. Maintenant, pour accéder à ce poste, c'est beaucoup plus simple. Mais elle n'a pas cette rage d'en avoir bavé et que les autres n'en ont pas bavé, que celles après n'en ont pas bavé. Enfin, ça, elle l'a pas du tout. Donc du coup, c'est modéré et j'apprécie. Et en fait, elle s'est battue pour ça. Et alors là, pour le coup, elle s'est vraiment battue, quoi. Enfin, pour accéder à ce poste. Ça me plaît beaucoup. Et je vais retrouver ça aussi dans les enquêtes de Mina Lacan, vous savez, de Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet, dont j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps. Donc, Marie-Laure Brunel-Dupin qui a amené l'analyse comportementale dans la gendarmerie en France. Qu'est-ce qu'elle en a bavé parce que c'est une femme. Et qu'en plus, elle apporte cette discipline de bonne femme. Voilà. Donc là, bah ouais, et derrière, elle n'a pas lâché le truc. Et donc, elle se bat au quotidien, etc. Et derrière, au final, bah voilà, c'est une femme qui a fait ça. Et en fait, ça, c'est un peu je sais pas comment dire, ces destins extraordinaires, ces parcours hyper inspirants. Ça, moi, ça me plaît beaucoup, en fait. Voilà. Mais après, de mon côté, j'ai pas du tout un parcours extraordinaire, puisque contrairement à ce que j'ai pu lire dans un certain livre, dans un certain essai, j'ai fait des études de maths, principalement avec des femmes, et je travaille dans un département de data science, et voilà, peut-être que ça a changé, mais quand même, pendant une période, c'était principalement des femmes, notamment au poste de responsabilité. Et j'ai pas l'impression d'avoir eu une revanche incroyable, pour moi c'était quelque chose de normal. Après, j'ai déjà eu des cas, parce que moi j'ai eu un poste à responsabilité pendant, assez vite. J'ai travaillé 2 ans sans être responsable d'une équipe, puis après je l'ai été. Parce que j'aime bien, j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'au début, j'avais 24 ans. Ah bah, manager un homme plus vieux que moi, bah, c'était en même temps, quand on sort d'un bac plus 5, il y avait quand même de grandes chances pour que je manage des gens plus vieux que moi. Mais ça a été tout de suite, dès que j'ai pris mon poste, ça a été compliqué, hein, qu'un homme soit managé par une femme plus jeune, la personne ne l'a pas vraiment accepté, si vous voulez. Voilà. Donc, bon. Je prends pas ça comme une victoire, mais en tout cas, globalement, je pense pas avoir eu dans ma carrière un truc incroyable parce que j'étais une femme ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, jamais j'ai eu à me dire, je le ferais peut-être pas parce que je suis une femme, quoi. Voilà. Et donc là, on est sur des espionnes, voilà. Et ça, justement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dans cet avant-propos, il y a des passages très très intéressants dans tous ceux que j'ai fluotés là. Il existe donc bien un phénomène de féminisation du monde de l'espionnage. Mais quels sont les talents de ces femmes que l'on qualifie bien à tort de sexe faible? Le premier tient dans le fait que la plupart d'entre elles ont longtemps été sous-estimées.
Elles le sont encore, et c'est un moindre mot dans de nombreux pays où la mentalité locale ne les imagine pas autrement qu'en citoyennes de second plan sous tutelle, incapables au sens juridique du terme. Voilà. Et puis il y a plusieurs causes, enfin plusieurs raisons qui sont aussi énumérées. Voilà, c'est même, là c'est mis... Enfin, Michel Bar-Zohar, auteur du livre Les Amazones du Mossad, note que les femmes ont moins d'ego que les hommes, qu'elles sont plus sérieuses que les hommes en opération, beaucoup plus courageuses et capables de trouver de manière improvisée des solutions à des situations imprévues. Voilà. Bon, du coup, on n'est peut-être pas tout à fait les égales des hommes. En fait, on est peut-être un petit peu... Non, mais je rigole, mais en fait, c'est là où c'est intéressant, en fait. Vous voyez, ce côté un peu de... Enfin, parce que là, ça va être 6 agents secrets qui vont être décrites et j'aime bien en fait ça. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que je repars. Je suis vraiment dans une période de longs monologues, etc. Mais en tout cas, c'est un livre qui va m'intéresser. Voilà, je vous reprends plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est donc lundi, je sais plus combien, 25. Alors, il n'y avait rien de particulier dans la boîte aux lettres. J'ai reçu le papier cadeau pour le calendrier de l'Avent livresque. Donc, il me reste un livre. Je ne sais pas si je le commande, je ne sais pas si je l'achète en librairie, je ne sais pas trop, j'hésite. Ouais, j'hésite. En fait, c'est possible que ce livre arrive alors que j'ai déjà... que le 1er décembre est déjà débuté. Enfin, voilà. Bon, à suivre. En tout cas, je voulais juste revenir rapidement... J'ai pas une saleté, là? Si, une petite saleté. Je voulais revenir rapidement sur ce livre parce que j'en ai pas lu... J'en suis que là. Mais je vous ai dit que le début, il était bien et j'ai déjà relevé plein de petits passages et tout. Et là, en fait, j'en suis au milieu de la 2e espionne. Donc, on a un avant-propos, on a une espionne par chapitre, puis on aura une conclusion, etc., etc. Et donc, j'ai lu la première espionne, Sonia, l'espionne atomique de Staline. C'était hyper intéressant. En plus, moi, juste avant, j'ai lu le livre pour la lecture commune Patreon. Celui-ci, le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc, j'étais dans la Seconde Guerre mondiale, voire même un peu après. Et en fait, ça a fait comme une bonne transition. Voilà. Avec Sonia qui a eu une vie mais incroyable quoi. On commence en 1949 et en fait c'est quand on voit ce style de vie et ben on se dit que des fois on n'est pas obligé d'inventer des personnages parce que dans la réalité il y a vraiment eu des personnes qui ont eu des vies incroyables. Enfin je peux rien vous dire parce que je voudrais pas vous dévoiler et oui, enfin moi je la connaissais pas du tout et donc j'ai appris plein de choses sur elle, mais c'était hyper intéressant. Et là, je suis dans la 2e espionne qui est totalement différente. C'est Sylvia, l'espionne sud-africaine du Mossad. Alors là, pour le coup, on se retrouve entre autres au début de la guerre entre Israël et la Palestine et donc ça fait forcément écho à ce qui se passe en ce moment, mais ce qui a pu se passer il y a quelques années. Enfin bon, cette guerre sans fin quoi. Voilà, donc là on va débuter en 1973 avant de remonter un peu avant, mais c'est vraiment bien écrit parce que c'est comme un peu romancé. Alors j'imagine qu'à la fin elle nous dira ce qui est vrai de ce qui est pas vrai, et en même temps je pense vraiment que tout est vrai, c'est juste qu'elle a choisi de décrire ça d'une façon, oui, comme je vous dis, romancée en fait. Quand on lit ce livre, on a l'impression de lire l'histoire de personnages qui n'ont pas existé, alors qu'en fait, si, ces personnages ont existé, et quand on lit la vie de Sonia, on pourrait se dire quand même, elle y a été un peu fort avec son personnage, c'est peut-être un peu gros, quoi. En fait, non, parce que c'est la vérité. Voilà. Et donc après, dans les autres espionnes, il y aura Kim Yoon-hee, l'espionne venue de Corée du Nord,
Amaryllis, l'espionne de la CIA, Justine, l'agent du renseignement intérieur français, et Christine, l'espionne de la DGSE. Voilà, voilà. Donc ça, je le continuerai ce soir. Alors, à la base, je devais le terminer ce soir et je pense que ce ne sera pas possible. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire là pour l'instant. Je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet de vous parler un tout petit peu et pas de vous reparler une demi-heure parce que au final, je vous ai parlé quasiment une demi-heure samedi, quasiment une demi-heure dimanche en une fois et j'aime pas quand les vlogs ils sont comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est mieux découpé que ça, quoi. Quand je vous parle un petit peu, puis je m'en vais, puis je vous reparle un petit peu, puis je m'en vais parce que là, ces monologues, pourtant, je sais que je contrôle pas, quoi. Enfin, je vous parle et ça dépend de ce que j'ai à vous dire, mais je trouve, même à monter, si vous voulez, si je veux faire des vlogs d'1h30, ça veut dire que je vous parle 3 fois. C'est nul. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était tout du coup, et puis on se retrouve plus tard. Alors, je me rends compte qu'il y a 3 réceptions que je vous ai pas montrées. Et donc, je vais vous montrer ça. De vendredi, reçu vendredi. Oui, reçu vendredi et samedi. Alors, j'ai reçu ça de la Martinière. Je suis trop contente. C'est la trilogie de la Dame de Reykjavik, mis en édition collector de Ragnar Jonasson, qui est un de mes auteurs préférés. Je remercie énormément la Martinière de me l'avoir envoyé. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je suis trop contente. Voilà, c'est un magnifique objet. Je suis ravie. Voilà, donc un immense merci à la Martinière d'avoir pensé à moi pour cette édition collector. J'ai reçu un petit paquet de chez Comet. Voilà, avec un petit mot pour nous remercier. Et puis un petit paquet. Et c'est indiqué qu'il faut l'ouvrir, eh bien, à ne pas ouvrir avant le 1er décembre. J'allais dire à partir du 1er décembre. Ça revient à la même chose. Donc merci Comet, j'ai très hâte. Et puis j'ai reçu un colis de la part de chez J'ai lu. Un colis qui contient ce livre. Ce livre, c'est The Fisherman de John Langan. J'ai été contactée par J'ai lu parce que ça peut ressembler à Blackwater. Enfin, je ne sais plus s'ils ont parlé de Blackwater ou seulement de Michael McDowell. C'est ça un nom? Ils sont où mes Blackwater? Ouais, je crois que c'est Michael McDowell, je crois que c'est ça. Que j'avais lu il y a quoi? Il y a 2 ans et demi. J'avais adoré. C'est trop bien. Alors, je vous lis la 4e de couverture. C'est un livre inédit qui coûte 12 € pour information. Au nord de l'État de New York, dans les bois de Woodstock, Dutchman's Creek coule paisiblement, une rivière poissonneuse, mais quasi inaccessible et bien plus profonde qu'il n'y paraît. Oh, c'est très Blackwater, ça. Ce matin-là, Abe et Dan, 2 veufs liés par la solitude et l'amour de la pêche, décident de tenter l'aventure. Surpris par une pluie torrentielle, ils se réfugient au Herman's Diner, dont le patron leur raconte l'incroyable histoire de Dutchman's Creek. Folklore, pense-t-il. Pourtant, ils appartiendront bientôt, corps et âme, à cette légende aussi ancienne que ténébreuse. C'est un livre qui fait 440 pages. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de pages que ça. J'aime bien comment c'est écrit. De toute façon, j'aime bien les livres de chez J'ai lu. On va résumer ça comme ça. J'aime bien les livres de chez J'ai lu. Ce livre était accompagné d'un carnet ligné. Ah, mais je sais comment je vais l'utiliser, moi qui suis toujours en manque de carnet pour tout ce qui est loisirs créatifs, n'importe quoi, pour tout ce qui est création de contenu. Et puis, une petite tasse. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà, je suis trop contente, j'étais trop gâtée. Parce que j'ai été trop gâtée. Alors déjà parce que j'ai reçu tout ça, mais en plus parce que ce sont des envois vraiment particuliers entre l'édition collector de Ragnar, entre cette box autour de The Fisherman, du coup, qui me tente bien. Le petit paquet de chez Comet, voilà, c'est top. Et puis, bah écoutez, vivement le 1er décembre. Non mais ça va être dingue, quoi. Ça va être dingue. Voilà. Bon, bah on se retrouve plus tard.
Alors, il est 22h53. Je suis pas très efficace dans ma lecture. Hop. Un petit marque-page. Et pourtant, j'adore. Alors, je suis pas très efficace parce que je m'interromps, je pars sur Instagram. Je vous dis sur Instagram à quel point j'aime ce livre. Et du coup, j'ai des commentaires et tout. J'explique pourquoi, etc. J'adore. Voilà, j'adore ce livre. Donc, j'ai mis plein de petits signets là parce que franchement... il y a trop de passages qui m'intéressent. Il y a des signets d'une autre couleur. C'est lié à une collaboration que je fais avec les presses de la Cité. Autour de ce livre, bien évidemment. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. À la base, je suis pas sûre que j'aurais été vers ce livre-là. J'y suis allée dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre de la collaboration. Donc j'y vais avec... Enfin, sans trop savoir à quoi m'attendre, je commence le livre comme tout lecteur, toute lectrice. Et je suis totalement bluffée et prise par l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime lire, en fait. C'est exactement pour ça. C'est d'une richesse... Enfin, enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense vraiment aux personnes qui sont très tatillonnes et qui pensent qu'on ne peut pas tout aimer et que voilà, faut être sélectif. Moi, je suis pas comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que mon mari ne l'est pas non plus, en fait. Il y a un côté, une sorte de, je sais pas, de curiosité ou besoin de nourriture intellectuelle en permanence. Je sais pas. En fait, je pense ça me rappelle quand on allait au cinéma quand on était étudiant et qu'on regardait des films toujours. On allait 3 fois par semaine au cinéma, on regardait des films. En fait, on n'allait pas au cinéma pour un film, on allait au cinéma. Et donc sur place, on se disait, qu'est-ce qu'on regarde en fait? Ah bah celui-ci, on l'a déjà vu, celui-là. Puis au fur et à mesure, on allait vers des films qui nous attiraient pas forcément. Puis en fait, on aimait bien. On découvrait des choses. Et c'est là où c'est très fort, je trouve. J'arrive pas trop à expliquer ça. Je sais pas si vous comprenez, mais il y a un côté, on sort de sa zone de confort et en fait, on se régale et on se dit, mais j'aime trop. J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Donc j'ai découvert plusieurs espionnes, là. Qui est-ce que j'ai découvert? Pour l'instant, j'ai donc découvert Sonia, l'espionne atomique de Staline, mais ça, je l'ai découverte hier. J'étais avec Sylvia, l'espionne sud-africaine du Mossad, quand j'ai fini mon moment de lecture hier, en fait. Donc, j'ai continué avec elle en reprenant mon livre. J'ai découvert Kim Yoon-hee, l'espionne venue de Corée du Nord. Et là, je viens de terminer la partie d'Amaryllis, l'espionne de la CIA. En fait, c'est passionnant parce que... Donc là, je suis à 4 sur 6. C'est passionnant parce qu'elles ont été choisies d'une façon très intelligente, forcément. En fait, elles viennent de pays différents, à des temporalités différentes, avec des conflits qui ont encore du sens maintenant. Donc là, je vous ai déjà parlé de la première avec un lien avec la Seconde Guerre mondiale. La seconde, il y a un lien total Israël-Palestine. La troisième, Corée du Nord, Corée du Sud. Il y avait des choses que je ne savais pas du tout, en fait. Et puis, comment la ligne a été tracée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà. Donc, en fait, dans un chapitre, on va enfin, je sais pas comment dire, ça fait un peu recueil de nouvelles, en fait, quelque part. On pourrait presque se dire, tiens, je prends ce livre et je découvre une espionne par soir, par exemple. Et donc là, donc quand on découvre une espionne, en fait, on va avoir plusieurs moments de vie. Donc ça va être daté, puis on va nous dire sur une page et demie, un fait important qui a pu se passer, quelque chose, soit un moment très stressant, soit comment elles ont été embauchées, je sais pas trop comment dire, enfin repérer et puis approcher, quoi. On va avoir des moments importants parce que grâce à elle, il y a tel attentat qui a été déjoué.
ou au contraire, elles sont à l'origine de tel attentat. Elles ont dû travailler avec machin, elles ont dû... voilà, c'est passionnant par ces nationalités différentes, par ces temporalités différentes. Il y a des choses, mais je savais pas, enfin, j'en connaissais aucune, mais en fait, enfin, moi je suis pas très livre de géopolitique, même dans les polars, quand on a un côté géopolitique, parce qu'en fait, ça m'a jamais passionnée. Et que je pars du principe que de toute façon j'y comprendrai rien et que je chercherai pas à comprendre, et donc voilà. Parce que je suis sûre qu'il y a d'excellents polars, enfin d'excellents romans d'espionnage, mais en fait tout dépend de comment parle l'auteur. Si l'auteur me prend déjà pour une spécialiste de ce contexte géopolitique à telle année, à tel endroit, et qu'il compte construire son histoire sur mes connaissances, bah on est mal, parce qu'en fait mes connaissances elles sont vraiment nulles. En revanche, si l'auteur sait que je suis nulle et que du coup faut tout m'expliquer, et au fur et à mesure, et du coup m'emmener dans l'histoire comme ça, là ça me va. Ouais, ça dépend. En fait. Voilà. Donc là, honnêtement, quand j'ai regardé bon après là on va partir avec les deux dernières, ce sont des françaises j'imagine, Justine et Christine, renseignement intérieur français, espionne de la DGSE. Grande chance qu'elle soit française. Mais là, je ne peux pas vous dire, oh, génial, une espionne nord-coréenne, mais j'ai trop hâte, ça m'intéresse tellement, je connais tellement de choses sur la Corée. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Espionne sud-africaine du Mossad, c'est pareil, je me dis, mes connaissances, elles sont pas top, quoi. Enfin, puis c'est un conflit qui quand même évolue d'année en année, avec des moments de tension comme on peut vivre en ce moment, mais pas que, il n'y a pas que ça, c'est que ça, quoi, enfin, depuis un petit paquet d'années maintenant, et j'ai pas des connaissances incroyables non plus, en fait, et pourtant ce livre me passionne, parce que je suis comme prise par la main, et on va se retrouver, en fait, presque à la naissance de conflits. Donc c'est là aussi où c'est très très intéressant, c'est-à-dire que l'autrice a choisi des moments précis, intéressants, qui font écho à ce qu'on vit encore actuellement. Je crois que ça fait 10 fois que je vous dis cette phrase, donc je pense que vous l'avez largement comprise, désolée. et elle choisit des espionnes de nationalités différentes. Enfin, je pense que le choix n'a pas été évident. Enfin, c'est tellement bien choisi. Avec vraiment cette diversité et tout ça de temporalité, de lieu, de conflit, enfin voilà, je trouve ça très intéressant. Et puis c'est écrit, alors c'est pas raconté à la première personne, quand même pas. On se doute que ce sont des faits, mais il y a vraiment un côté avec des émotions qui ont été ajoutées en fait. Là, ça m'étonnerait que l'autrice, elle sache exactement les émotions qui ont été ressenties par chacune des espionnes, en fait. Donc voilà, donc j'apprends, je me nourris, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et je vous disais hier tout un truc sur le féminisme, etc. Et ben, je confirme, pour moi, avec mes valeurs du féminisme, comment dire, ça m'inspire beaucoup plus, vraiment, qu'un essai, voilà. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais en tout cas, l'avant-propos me donnait déjà cette impression-là, mais là, en continuant, je trouve, mais je suis mais admirative des 50 vies, de vraiment ce qu'elles ont pu vivre, et là, le chapitre d'Amaryllis, j'ai adoré, quoi, j'ai adoré, enfin, je peux pas vous raconter, parce que bah, je vous spoilerai tout, c'est pas... Je peux vous faire un résumé de chacune des espionnes, sinon bah, vous n'avez aucun intérêt à découvrir le livre. Surtout que je résumerai jamais aussi bien que ce que c'est écrit. Mais c'est passionnant. Je n'ose même pas imaginer le travail que ça a demandé. C'est très pointu quand même. Voilà, donc je me régale, mais je pensais pas à ce point, quoi. Je pensais vraiment pas à ce point. C'est une très agréable surprise. Voilà. Donc il m'en reste deux. Donc je vous ai dit là, Justine et Christine. Donc
Justine. Est-ce qu'on est à peu près sur 50 pages chacune? La première, on était sur 46. La seconde, on est sur 58. La troisième, on est sur 54. Ensuite, la Amaryllis, on est sur 54. Justine, on sera sur 48. Et Christine, un petit peu plus. 45, 64. Voilà, donc bon, globalement, c'est à peu près, c'est globalement équilibré, quoi. Voilà, mais c'est passionnant, franchement. Leurs vies sont passionnantes, mais la façon dont c'est écrit, les faits sélectionnés, enfin, génial, quoi. Vraiment génial. J'aurais pas misé sur ce livre comme ça, quoi. Ça m'intéressait, bien évidemment, mais je suis contente. Moi, j'aime bien. J'aime bien sortir de ma zone de confort et que ce soit une réussite, en fait. En même temps, là, je me dis, est-ce que je sors vraiment de ma zone de confort? Parce que c'est trop passionnant, donc c'est pas... Enfin, non. Question du soir. Du coup, quand on sort de sa zone de confort et qu'on adore un livre, est-ce qu'au final, c'est pas parce que ce qu'on appelait sortie de zone de confort est faux? Je sais pas si vous me suivez. En fait, si j'apprécie ce livre, c'est certainement parce qu'en fait, il me passionne sur certains points, et donc ces points-là font quand même partie de ma zone de confort, sauf que j'en avais pas conscience. Donc quand on sort de sa zone de confort et qu'on aime bien, c'est qu'en réalité, on va quand même atteindre alors peut-être pas une zone complète de confort, mais des points confortables. Et donc ça veut dire que parfois, on se connaît mal. On se dit, oh tiens, là je vais vraiment sortir de ma zone de confort en lisant ça. On lit, on est passionné, on trouve que c'est incroyable, ça fait, du coup ça fait écho à des choses qui nous parlent, et bah voilà, en fait on ne sort pas du tout de sa zone de confort dans ce cas-là. Bref, donc je vais continuer encore un tout petit peu, et du coup j'ai une nouvelle playlist dans les oreilles. Ce sont des chansons connues en format piano. J'adore ça, en fait, j'adore ça depuis mon voyage de noces en 2009, où on était en Corse au bord de la piscine, et tous les soirs à 19 h, je crois que oui, ça devait être ça, il y avait quelqu'un au piano qui faisait que des chansons connues. Tiens, faut que je retrouve Hotel California, parce qu'il avait fait ça. Pour moi, ça m'évoque tellement ça. Vous voyez, en fait, je suis vraiment dans une période comme de souvenirs ou je sais pas quoi. J'ai l'impression de beaucoup plus savourer tout. La vache, il faut passer par ce que j'ai vécu pour ressavourer, retrouver du plaisir. Et donc, ça fait poser question. Donc voilà, dans les oreilles, j'ai des playlists comme ça de musique connue en format piano. Et globalement, j'ai une passion pour les chansons connues, détournées. Genre Julien Doré, quand il était à... C'est quoi qu'il avait fait, lui? C'était pas Popstar, c'était La Nouvelle Star. Quand il avait fait, par exemple, c'était Moi Lolita, je crois. Bah voilà, moi ça c'est des choses, j'ai une passion pour ça, en fait, pour des reprises différentes, du style une musique calme qui est reprise en rock ou des trucs comme ça, ou l'inverse, du coup. J'ai une passion. Voilà, bon, allez, je vais continuer à lire. Hello, on est mardi. Petit bug. En fait, je me crois mercredi, mais non, pas du tout. Je vois même pas pourquoi je pense ça. On est mardi 26 novembre et ça va être le moment de clôturer ce vlog parce que je pense qu'il est déjà bien long. J'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que je vous ai dit sur cette lecture. Je continue, toujours avec tous mes marque-pages. Je continue, je le dévore pas parce que je m'interromps, je note des choses, etc., etc. Mais voilà, je vais pas répéter ce que je vous ai dit hier soir. Je le trouve totalement passionnant et j'en suis très agréablement surprise. Je suis très agréablement surprise de le trouver passionnant à ce point et de me régaler à ce point. Voilà.
Donc je vous le conseille, mais bon, je le finirai pas dans ce vlog parce qu'en plus je vais pas lire ce soir, etc., etc. Donc ça va traîner un petit peu et traîner un petit peu, ça veut dire un vlog qui va faire 3 heures et non, 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 non. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me pose toujours des questions sur quel titre mettre, etc., etc. En fait, en résumé, mon état d'esprit pendant ce vlog, ça aura été, j'ai besoin de lire. Voilà, j'ai un énorme besoin de lire. J'ai un besoin de m'enfermer dans une grotte, peut-être dans la cabane au fond du jardin, mais je peux emmener ma famille quand même. Mais, ah ouais, non mais, alors ça, si j'arrive à le faire, ah mais on a encore un week-end chargé et tout ça. Si j'arrive à me donner à tous leur dire, vous descendez, on se met dans le canapé qui est assez grand pour accueillir toute la famille, c'est pour ça qu'on a acheté un énorme canapé d'angle, et on lit, et en fait, ça ce serait mon rêve, mais je pense que certains en auront marre au bout d'un moment, mais ça... Passer un après-midi, vous imaginez un dimanche après-midi, tous dans le canapé, à se passer les plaids et tout ça, avec à côté de nous, je sais pas, une espèce de grande assiette avec des cookies, et puis on est là en train de lire, et ah, ça me plairait trop. Mais je suis pas sûre que ma famille soit prête à faire ça. Voilà. Ma grande, elle va me dire non, j'ai des révisions. Mon fils, il va me dire... Ma dernière, elle va me dire non, mais j'aime moins lire maintenant, maman. Et mon mari, il va me dire j'ai tellement de choses à faire. Voilà. Je tente. Ça pourrait être un défi. Non, mais je sais que je vais l'échouer comme défi. Donc, je veux pas m'isoler de ma famille, mais en tout cas, je veux m'enfermer quelque part avec eux et lire. J'ai trop besoin de lire. Puis j'ai des livres partout qui me tentent tous autant. Donc voilà, je ne veux que lire et lire et lire et lire. Donc ce vlog, ça aurait été un besoin de lire. C'est aussi pour ça que samedi, je vous ai pris en une fois, je vous ai parlé longtemps. Mais vous avez vu, tout était... Enfin, je ne suis pas sortie, je me suis même pas habillée. De toute façon, enfin, il y a aussi le fait que je sors d'une période compliquée et que j'ai revécu normalement la semaine dernière et que ça a eu un impact. J'étais très fatiguée, quoi. Enfin, voilà. En fait, il y a un moment donné où je suis remontée comme ça. Puis là, je me suis dit, oh bah ça va, bah je remonte comme ça. Ah ouais, mon corps m'a dit, ok, d'accord, t'as décidé ça. Moi, je décide que tu vas dormir pour récupérer, quoi. Donc oui, samedi et dimanche, vous avez vu, j'étais vraiment concentrée sur mes lectures et j'avais besoin de lire. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, même si il était peut-être un petit peu particulier. Je vous ai parlé de livres, hein, mais vous m'avez peut-être moins suivi que ces derniers temps dans mes lectures et tout. Enfin, franchement... Je trouve que les vlogs que je faisais quand j'étais en train de pleurer de douleur, ils étaient, je les préférais parce que je vous prenais un petit peu, puis je vous reprenais un petit peu, puis je vous reprenais un petit peu. J'arrivais mieux à gérer les vlogs, ce qui est assez fou, parce qu'à ce moment-là, j'étais enfin, mon esprit était totalement concentré sur comment gérer la douleur. Et au final, c'est là où j'ai fait... Enfin, je vais pas dire les meilleurs vlogs parce qu'en termes de contenu, je suis pas sûre, mais en termes de construction, de découpage, etc., c'était mieux, quoi. Voilà. Mais là, ce vlog-là, il y avait trop de besoin de lire. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous ai parlé de livres, mais pas en 50 petits bouts. Je vous en ai parlé parfois qu'une seule fois. Et puis, bah, écoutez, petit à petit, on va se diriger vers le mois de décembre avec tous mes calendriers de l'Avent, le calendrier de l'Avent livresque qui va se préparer et tout. Donc ça va être trop chouette. Voilà. Du coup, peut-être que je m'organiserai un petit peu différemment dans mes vidéos parce que l'air de rien, dimanche, c'est le 1er décembre. Donc va falloir que je m'organise d'une certaine façon pour en fait que vous n'ayez pas
pour que les premiers vlogs d'ouverture de calendrier de l'Avent soient pas genre à partir du 10 décembre. Et ça, vu comment je m'organise avec toujours de l'avance, c'est là où ça colle pas, enfin je vous l'avais déjà dit, mais vous le savez, ce que je vous dis en vlog colle pas toujours avec l'actualité au moment où vous regardez. Hein. Après, je vous mens pas, hein, vous avez la date au moment où j'enregistre. Hein. Donc voilà, donc il y aura peut-être un petit chamboulement planning pour mettre vite les vlogs d'avant décembre, de façon à ce que vous commenciez à vite avoir les vlogs de début décembre, et puis après on trouvera un rythme normal. Je pense, même si c'est pas plus concret que ce que je vous dis pour l'instant, parce que ça va dépendre aussi de ma capacité à monter les vidéos quand il faut. Ça prend du temps. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Merci pour votre fidélité et tout, parce que ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos partages, vos commentaires, et puis on se retrouve très vite. À bientôt.